Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session. C'est toujours un réel plaisir de vous rencontrer et de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder toujours notre thématique dans le cadre du logiciel RoboStructure et l'application de HeroCode 2. Alors aujourd'hui, nous allons parler des poutres, donc des dimensionnements, optimisation des éléments de type poutre. Et aujourd'hui, on va débuter par une question. Donc la question que je vais vous poser présentement est celle-ci. Quand vous dimensionnez des éléments de type poutre, ok, donc après dimensionnement, après modélisation, chargement, calcul et tout, interprétation. Quand vous voulez lancer le dimensionnement des éléments de type poutre, est-ce que vous les dimensionnez en tant qu'élément indépendant ou vous les dimensionnez en tant qu'élément en interaction avec d'autres éléments, notamment ici des éléments de type panneau, ici les panneaux du plancher. Voilà la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette session. Alors, premièrement, si vous dimensionnez, vous avez votre modèle, comme celle-ci, ok? Ça, c'est une vie en plan. Nous avons notre réseau de poutres, ok? Donc, tel que vous remarquez ici, nous avons des poutres, nous avons des panneaux. Et naturellement, ces poutres sont en interaction avec ces panneaux. Par contre, vous pouvez avoir aussi des cas où vous avez des poutres qui ne sont pas en interaction avec le panneau du plancher. Comme ici, j'ai quelques poutres décoratives ici, ok? Et ici, il y a un vide, donc il n'y a pas d'élément de type panneau. Ok. Alors, quand vous lancez les calculs, est-ce que vous tenez compte du fait qu'il y a cette interaction ou non? Et si vous lancez les calculs, par exemple, vous voulez dimensionner cette file ici, les poutres de cette file ici, ou une poutre quelconque ici, par exemple celle-là, et que vous ignorez l'interaction que cette poutre a avec les autres éléments, là, il y a une erreur. Ok. Et c'est quoi l'erreur? Vous allez surdimensionner, c'est-à-dire du point de vue armature. Alors, donc, vous allez comprendre que l'erreur se situe à quel niveau? C'est se situe au niveau où vous allez lancer les dimensionnements de cet élément ici, par exemple, sans tenir compte de l'interaction que l'élément a avec les deux panneaux ici. Ok. Or, ces panneaux ici vont contribuer à la résistance de notre élément. On va voir pourquoi, quelques références de HeroCode qui nous expliquent comment nous devons nous y prendre. Donc, bref, quand vous voulez dimensionner les éléments type poutre, dans un modèle comme celui-ci, par exemple, il faut que vous ayez à l'esprit, est-ce que l'élément que je vais dimensionner, la poutre, est en interaction avec les panneaux? Ou est-ce que c'est juste un élément, une poutre ou un réseau de poutres sans interaction avec d'autres éléments, ici les panneaux de plancher? Donc ça doit être le point de départ. Donc ceci va nous amener déjà à parler de la notion de la table de décompression. C'est très important. J'ai vu beaucoup de collègues, beaucoup d'étudiants en train de commettre cette erreur. Donc on va voir comment nous devons gérer ces cas parce que cela a un impact non seulement sur la résistance, mais aussi sur l'optimisation en termes des aspects économiques de votre projet. C'est très important. Alors un autre élément que nous allons voir dans cette session, c'est l'arrêt des barres. Donc concernant les armatures, disons, transversales. Ok, nous allons voir l'arrêt des barres, nous allons voir comment nous devons aussi optimiser, gérer tous les paramètres afin de pouvoir mieux gérer les efforts tranchants. Ok, donc il y a deux éléments ici que nous allons retenir. On ne va pas entrer dans tous les autres détails qui sont faciles à prendre en main, mais on va parler de ces deux thématiques. Ok, table de décompression et les bielles de compression du béton. Et nous allons parler de ces deux aspects, voir comment nous pouvons prendre en charge ces deux notions, ces deux concepts avec les logiciels, afin de pouvoir optimiser tous les éléments type poutre que nous allons dimensionner. Pour être plus clair avec une petite illustration, donc c'est-à-dire quoi? On va voir ici quelques illustrations. Alors, après, on va entrer un peu d'abord dans la théorie selon HeroCode, puis on va revenir pour les manipulations. Alors, c'est-à-dire, premièrement, si vous dimensionnez sans tenir compte de l'interaction avec le panneau, vous allez avoir des sections comme ça, ok, avec robot. Ça, j'ai vu partout, hein. Beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de collègues font ça. Sans tenir, bon, ça va se présenter comme ça, c'est-à-dire, on n'a pas tenu compte des panneaux. Donc, c'est-à-dire que la poutre à elle-même va prendre en charge, va supporter toutes les charges, ce qui va faire à ce qu'il y ait plus d'acier, que la densité, donc le kilogramme par mètre cube d'acier dans l'élément va exploser. Okay. Or, si nous tenons compte des panneaux de notre plancher, on va plutôt avoir une situation semblable à celle-ci. C'est-à-dire vous avez votre poutre qui est en interaction avec le panneau, et les tout vont former un ensemble monolithique. Et c'est ça même, disons, l'attention en fait. Et c'est ça même la clé de ce que nous voulons, c'est que nous puissions commencer à appliquer dans nos projets. Tenir compte de cet aspect-ci, parce que ça va nous permettre non seulement d'être sûr du point de vue
d'être le plus réaliste possible, parce que c'est ce que nous faisons au chantier, c'est ceci. On va pas, disons, couler le poutre, puis on vient poser dessus. Bah non, c'est pas comme ça, ok? Mais ce que nous faisons, les tout sont coulés ensemble et ça forme tout un tout. Et donc, nous devons prendre compte de cet aspect dans la suite de toutes les manipulations, les dimensionnements, les analyses et tout. Déjà, je signale que cette capture ici, c'est tiré du livre précis de structure. Donc, vous pouvez vous y référer ou carrément vous exploiter la norme Eurocode qui donne beaucoup plus de détails concernant tous ces aspects. Alors, que dit la norme Eurocode concernant la gestion de cet aspect d'interaction entre panneaux et poutres? Alors, vous pouvez vous référer à cette annexe ici d'Eurocode. Donc, disons la référence est ici. Donc, vous pouvez vous y référer pour lire et entrer dans le détail. Mais ce qui est illustré ici, c'est-à-dire vous avez une file, des poutres. Donc, déjà, on a un système hyperstatique. Et ici, ce qui est illustré ici est que nous devons définir la largeur de la table de compression. Ok. Alors, on va voir un peu plus tard, disons, la vue 3D de cette illustration. Alors, ici, ce qu'on doit faire en tant qu'ingénieur, premièrement, c'est de pouvoir définir la largeur de la table de compression. Parce que si nous devons tenir compte de l'interaction, de l'apport des panneaux de plancher, ce n'est pas toutes les panneaux dans son entièreté qui sera considéré. Donc, il y a une zone d'influence que nous devons considérer afin que nous puissions optimiser notre élément. D'accord? Surtout quand on calcule la section du bar. Alors, heureusement que mais il faut le savoir, heureusement que pour les logiciels robots, c'est possible, dès que vous avez déjà modélisé, lui, il va nous permettre de calculer automatiquement la largeur, disons, effective de notre table de compression, afin de pouvoir gérer au mieux l'apport des panneaux dans le calcul de dimensionnement. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer en fait, quand la poutre est chargée, par exemple ici, quand elle est chargée, la poutre va fléchir naturellement. Ok, on va chercher à fléchir. Mais là, si nous isolons la poutre, la flexion sera un peu plus importante que si il y avait apport de nos tables de compression. Ok, ce qui a un impact parce que quand on va dimensionner les éléments, disons la section des aciers, on va plus utiliser les moments. Or, si nous réduisions le moment, donc la flèche sera réduite, ok, et du coup, la quantité d'acier sera aussi réduite. Ok, parce que ici, si nous tenons compte de cette table de compression ici, si on en tient compte, c'est-à-dire quand la poutre sera chargée au même moment, bien évidemment, avec tous les planchers, la flexion sera réduite. Et ce qui aura pour conséquence de pouvoir diminuer la quantité d'acier dans l'élément ici, dans l'élément poutre. Okay? C'est ça même l'avantage. Donc, chaque fois que vous voulez dimensionner, que vous ne tenez pas compte de l'apport de panneaux, de la table de compression, c'est-à-dire vous êtes en train de faire un surdimensionnement. Ok, vous allez surarmer. Vous pouvez garder la même section du béton, mais c'est plutôt la section des aciers qui va augmenter. Et comme vous le savez très bien, posons que vous êtes dans un projet à bordereau des prix, c'est-à-dire, disons, vous facturez le mètre cube, par exemple, pour les éléments volumiques. Mais ici, le prix va rester, par exemple, si on vous dit, par exemple, ok, un mètre cube, c'est $700, un mètre cube de béton, c'est $100, c'est-à-dire, ce qui va jouer sur les coûts, c'est la quantité d'acier. Donc, si vous optimisez en fait la quantité d'acier, donc l'optimisation qui va lier les aspects économiques et les aspects résistance, vous allez faire gagner de l'argent au projet, ok, ou à l'entreprise. Mais si vous ne tenez pas compte de cet aspect, donc vous allez surarmer l'élément et du coup, le mètre cube sera beaucoup plus cher. Par exemple, vous pouvez soumissionner à $700, mais quand vous êtes en train d'exécuter, vous êtes en train de l'exécuter à 800 ou à $900. Donc, c'est une perte. D'où la nécessité de pouvoir tenir compte de cet aspect table de compression pour réduire les moments fléchissants et donc réduire la quantité des aciers. D'accord? Alors, ça, c'est un aspect, on va voir. Heureusement, comme je disais, le robot va nous permettre de calculer la longueur LO. Ils ont utilisé au mieux l'apport des panneaux du plancher dans le dimensionnement. Donc, c'est ce qu'on va voir ici, mathématiquement parlant. C'est-à-dire, d'une part, vous avez ici la table de compression, ok, la partie là, et nous avons ici l'âme, ok, donc la poutre en soi. Or, si nous voulons le faire séparément, donc nous aurons d'une part l'âme ici, et puis nous avons ici la table ici de compression, ok. Alors, dans l'approche que nous voulons adopter, nous allons faire assez que le deux forme un tout. C'est un ensemble monolithique, c'est coulé ensemble. Ce qui a pour avantage tout ce qu'on vient d'énumérer tantôt.
Donc vous pouvez entrer dans le détail si vous voulez être un peu plus matheux, entrer dans le détail, voir l'agencement de toutes les formules, toutes les équations. Mais ce qui est intéressant, nous voulons voir comment appliquer tout ceci dans le robot et pouvoir optimiser le projet. Donc c'est même ce qui est illustré sur ce diagramme ici, de formation contrainte. Donc nous voyons que le fibre supérieur de notre poutre avec l'association de la table de compression, que ce sont les fibres supérieures qui sont comprimée, qui est beaucoup plus sollicitée, elle est petite par rapport à l'ensemble de notre section. Donc une grande partie, surtout les fibres inférieures qui sont tendues, et les fibres disons supérieures sont comprimées. Alors ce qui va se passer, c'est que la table de compression va venir aider la poutre ici pour bien comprimer, si on peut le dire. Ok, d'accord, donc ça va essayer un peu de répartir, de gérer, de participer à la résistance à ce niveau-là. Ce qui aura un impact, comme on l'a vu, sur la valeur, la grandeur du moment fléchissant, et donc un impact direct sur la quantité de la section des barres de compression. Et pas seulement de barres de compression, mais aussi ça aura un impact sur la flèche. C'est très important. Alors, voilà, ici c'est une vue 3D de la situation, donc tel que j'étais en train de le dire, nous avons d'une part la poutre, donc avec la largeur de la section, la hauteur et tout. Comme j'étais en train de le dire, ça c'est l'illustration 3 dimensions de la situation que nous pouvons avoir, donc cette complicité entre la poutre et la table de compression. Donc nous avons ici la poutre, ici au centre, et ici nous avons une aile, et là nous avons une autre aile, et les deux ailes ensemble et tout vont nous donner la table de compression d'une largeur BF ici, donc B effectif. Nous avons la hauteur, nous avons la longueur, donc ce sont les paramètres qui vont entrer dans les formules, dans les équations pour pouvoir déterminer la largeur efficace qu'il faut tenir pour que nous puissions prendre en charge, parce qu'on ne va pas prendre genre, les panneaux tout entiers. Donc il y a une zone d'influence que nous devons considérer. Heureusement, encore une fois de plus, le logiciel va nous permettre de calculer tous ces paramètres conformément à Eurocode 2 que nous utilisons ici. Alors, un autre paramètre d'optimisation ici va concerner l'arrêt des barres, c'est-à-dire ce sont des armatures, comme vous le savez très bien, qui vont contrer les efforts tranchants. Mais là aussi, il y a à dire pour l'optimisation, parce que nous pouvons soit surarmer, soit sous-armer l'élément. Nous allons voir les paramètres. Déjà, point de vue résistance des matériaux, stabilité, qui va nous permettre de gérer ça, mais nous allons aussi voir comment implémenter tout cela dans le logiciel. Alors, ceci va nous amener à parler de la bielle de compression du béton, tel qu'on va voir sur cet extrait ici du Eurocode. Ici, malheureusement, c'est en anglais. Alors, ici, ce qui va plus nous intéresser, c'est l'angle θ. Donc, j'explique en quelques mots les principes de la bielle de compression du béton pour que nous puissions comprendre le fondement. Alors, ici, j'explique un tout petit peu, très brièvement, les principes du bielle de compression du béton parce que c'est ce qui va nous aider à pouvoir optimiser les armatures transversales. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, les principes, c'est quoi? Les principes, c'est que nous avons une poutre. Donc, ici, on a isolé une partie. D'accord? Et ici, nous avons le fonctionnement d'une poutre. Comment les poutres se comportent quand il y a sollicitation. Les fibres supérieures sont comprimées, les fibres inférieures sont tendues. Nous avons l'axe net aussi, là où la contrainte est nulle. Nous avons aussi donc, les chargements qui vont entrer, les efforts tranchants. Bon, les efforts tranchants sont plus aux extrémités. Okay? Et en travers, nous avons les moments fléchissants qui tendent à, disons, à déformer notre poutre. Alors, le principe sera quoi ici? Le principe est de pouvoir contraindre les efforts tranchants. Et là, ça va se faire avec les armatures transversales. Donc, on va essayer, la tendance naturelle sera de pouvoir rapprocher les barres, ok, les armatures transversales de deux extrémités pour pouvoir essayer un peu de gérer les efforts tranchants. Alors, cela va se faire comment? Nous allons ici, disons cet angle ici, l'angle θ ici. Alors, le principe de la bielle va faire assez que entre... Alors, le principe de la bielle de compression va prendre une analogie d'un élément triangulaire. C'est-à-dire, ici, le fibre supérieure sera considéré comme la membrure supérieure, les fibres ici, disons les fibres comprimées comme la membrure supérieure, les fibres tendues comme la membrure inférieure. Nous aurons, disons, les cadres, disons, les montants ici. Nous aurons disons, les cadres, les électriques seront considérés comme des montants. Et puis, nous aurons maintenant notre bielle, ok, notre bielle de compression pour les bétons, qui est supposée être comprise entre deux fissures, souvent qui sont inclinées
des 45 degrés, ok, aux extrémités. Alors, notre objectif ici sera de pouvoir gérer cet angle ici pour contraindre ces efforts tranchants, parce que l'angle va varier suivant une plage. Et comme nous savons déjà que les fissures là prennent assez souvent un angle de 45 degrés, donc nous aurons un maximum. Si nous mettons l'angle à 45 degrés, c'est-à-dire on va plus se rapprocher les étriers ou les cadres, et c'est un peu de gérer, de contenir les efforts tranchants. Okay? Mais là, se pose aussi une question. Plus l'angle est grand, donc si nous prenons l'angle θ très grand, comme c'est défini ici, θ is the angle between the concrete compression strut and the beam axis perpendicular to the shear force. Donc c'est l'angle qui est formé par l'axe net de la poutre. Donc c'est l'angle qui est formé par l'axe neutre de la poutre et la bielle de compression du béton. Okay? Donc si nous gérons cet angle très bien, nous allons et à la fois gérer les aspects liés à la résistance et gérer les aspects liés à l'écran. Parce que si nous mettons bien, disons beaucoup plus de barres, disons des armatures transversales aux extrémités, c'est bien pour la résistance, mais ça va créer un manque du côté finance, du côté budget. D'accord? Donc ça sera maintenant à nous en tant que concepteurs de pouvoir lier de façon équilibrée la résistance et les aspects, disons, financiers du projet. D'accord? Donc ce sont un peu ça. Donc pour résumer, nous aurons donc à gérer cet angle-là, donc l'angle θ. Donc plus l'angle est grand, plus on a plus d'acier aux extrémités, donc les aciers, la section transversale. Si l'angle est petit, donc il y aura moins d'acier bien sûr aux extrémités, mais la résistance sera mise en cause. Voilà un peu en conclusion. Alors, on va passer directement, on va passer avec manipulation, avec robot. Donc, on va revenir dans les logiciels ici. On va prendre un élément, le plus simple, celui-ci. On va passer dans les modules de ferraillage du robot. Voilà, on prend les combinaisons qui sont affichées là-bas, on dit OK. Voilà. Alors, ce que nous allons faire ici, premièrement, donc la première chose que vous devez faire, c'est d'abord dire au logiciel que vous voulez prendre en compte la table de compression. OK? Alors ici, comme on a une seule travée, donc elle est déjà sélectionnée d'avance. Alors vous allez venir ici, c'est très simple. OK? Vous allez cliquer sur ces boutons-là, donc avec le symbole d'une poutre avec les deux ailes de la table de compression. Et tel que vous allez remarquer ici déjà, le logiciel a calculé tous les paramètres géométriques. Donc B, H, la largeur de la table de compression, le BF ici, et la hauteur ici de notre panneau. Okay? Alors l'épaisseur plutôt du panneau. Alors après avoir cliqué là-bas, vous allez maintenant appliquer ici pour que le logiciel puisse prendre en charge ces paramétrages. Et vous verrez ici pour vérifier qu'il y a une ligne, ok, qui est déjà tracée là-bas pour dire on va maintenant devoir dimensionner notre poutre en tenant compte de la table de compression pour pouvoir soulager notre poutre pendant le chargement. Ok, surtout soulager dans le cas de la gestion des efforts de compression parce que les fibres supérieures sont comprimées. Et cela aura un impact assez considérable sur la quantité d'acier que nous aurons à mettre dans notre élément. Alors un autre élément, donc ça sera de pouvoir entrer dans l'option avancée et de pouvoir dire au logiciel de prendre en compte les armatures de couture. Déjà là c'est tout à fait normal parce que nous avons déjà une association de la table de compression, donc des panneaux avec la poutre. Donc d'où nécessité des armatures de couture ici. Donc ça sera normalement au niveau ici de la jonction entre la poutre et les éléments panneaux. Alors ici on va dire qu'il faut prendre en charge. Alors après ceci, je vais entrer ici la section théorique des barres. Donc je vais prendre des barres de 12, donc j'entre la section théorique. Là il faut regarder dans la bac des aciers, donc c'est 2.26. ok, et puis je vais valider ça. Voilà, après avoir paramétré ici, alors on peut venir aussi fixer d'autres paramètres ici, mais le plus important c'est ce qu'on vient de voir. D'abord pour la gestion disons de la compression avec la table de compression. Alors on va découvrir aussi comment on va prendre en compte l'angle θ, ok, pour gérer les efforts tranchants. Ok, là ce sont des paramètres généraux. Donc on va juste fixer le diamètre minimal pour les cadres. Donc je prends les cadres de 8, je garde la même résistance, limite d'élasticité. Je prends les crochets, c'est très important, à 135 degrés. Ok, et l'enrobage, je l'amène à 3 cm. Alors là, c'est à titre indicatif, mais pour gérer l'enrobage, vous pouvez aussi voir les conditions, la classe d'exposition. Il y a un tutoriel, je pense, sur la chaîne où j'ai longuement parlé de ça.
Alors, après, ici, on va prendre la répartition des cadres, ok. On a une seule travée, d'accord. Alors, ici, on choisit la répartition de barres. On va prendre cette répartition ici, qui fait que aux extrémités, les barres sont rapprochées, à l'intermédiaire, ça puisse avoir un autre espacement. Alors, on va fixer le valeur ici. Alors, déjà, nous savons que la valeur ici, normalement, déjà ici, c'est calculé automatiquement selon Eurocode 2. Mais nous savons que les barres, disons, les armatures transversales aux extrémités sont espacées d'une distance qui équivaut à 10 fois les diamètres des barres utilisées. Comme par exemple ici, si nous avons pris les barres de 8, donc si on fait du fois, donc nous serons dans de 8 cm, donc on peut aller jusqu'à 10 cm. Ok? Donc c'est S1. Je peux aller jusqu'à 10, mais toutefois, le logiciel aura à optimiser. Parce que si, pendant les calculs, la section... Attends, s'il vous plaît. Donc là, on va mettre 10. Alors, le logiciel aura optimisé si, par exemple, pendant les calculs, la section des aciers, des armatures transversales venait à être modifiée. Donc, ça va adapter l'espacement. Okay. Nous avons SD sur millier, on les garde à 25. Nous avons S3. Nous avons S3, nous gardons le même espacement. OK. Que pour S1. Alors, les longueurs ici, nous les laissons 1,18 m. OK. Parce que là, c'est calculé. Parce que souvent, un robot est très très strict et suit les, disons, la variation des moments. Parce que tout ça, c'est fixé aussi en fonction des efforts qu'on a trouvés. Alors, autre chose, on va garder la barre 0 et nous allons passer aux barres principales. Donc, on prend par défaut les barres de 12, la même résistance. On va avoir des crochets. Je prends le crochet des savantes. OK. Les barres supérieures. Je prends aussi 12, même résistance. Je prends le crochet des 90. Alors, je prends, disons, au minimum 2 barres, ok, pour les lits, ok, 2 barres pour chaque lit. Alors, ici, on va fixer la valeur LA, LB, donc l'ancrage ici, qui doit être supérieur, selon Eurocode 2, qui doit être supérieur à 5 fois le diamètre. Donc, nous allons le prendre ici. Moi, je vais le prendre à 10 cm parce que si nous avons déjà les barres de 12 multipliées par 5, ok, nous aurons à peu près 6 cm. Et moi, je vais aller à 10, non supérieur à 5 fois le diamètre de la barre. Okay. Si les valeurs sont entrées en mètres. Ok. Alors, de l'autre côté ici, alors pour les barres principales, donc je mets par défaut une barre de 12, ok, sans crochet, d'accord, sans crochet, et ici évidemment nous aurons 0. Nous aurons 0. Oh, j'ai anticipé, je dois devoir reprendre ça. Ok. Là, c'était ok. Dans ce niveau ici, donc il n'y a pas de crochet. Voilà. Et ici, par défaut, on prend le barre de 12 aussi. Même résistance, non limite d'élasticité. Ici, il va crocheter à 90 degrés. D'accord. Je mets 2 barres pour ces lits là-bas. Et là, le logiciel a calculé déjà ici les crochets ici, LA et LB. Les barres additionnelles, ce que je peux ajouter ici, on va voir, j'ajoute juste des armatures ici pour renforcer la gestion des efforts tranchants pour les deux extrémités. Donc, je peux prendre les barres de 10. Moi, je prends le même barre par défaut. Ok. Même résistance, le crochet à... Donc là, on a pris déjà les crochets à 90 degrés. Donc ici, on ne met pas de crochet. Ça sera des trop. Je mets des barres pour ces lits. Voilà, les autres paramètres sont déjà calculés. Ici, les barres additionnelles. Voilà, au cas où, j'ai mis ici un renforcement pour les armatures de flexion ici.
toujours en barre de 12 minimum. Puis ça sera optimisé. Je peux le crocheter à 105 degrés. 2 barres. Et là, je laisse par défaut, c'est déjà calculé. OK? Ici, pour la gestion, l'onglet des recouvrements et tout, ça, on va pas toucher. Et valider. Alors, je vais passer ici. Alors, ici, c'est pour choisir la classe du millier, la classe d'exposition. Alors, ici, on va entrer la classe d'exposition. Donc, d'ailleurs, je rappelle, j'avais fait un tutoriel complet par rapport à ces paramétrages ici. Je vais vous les mettre à la fin de la vidéo. Alors, ici, on va regarder, nous sommes dans quelle classe. On revient ici sur... Alors ici, il y a les classes d'exposition ici, avec leur signification. Donc ici, on dit classe X0, aucun risque de corrosion ni d'attaque. Je pense que nous sommes à ce niveau ici, parce que les autres classes, on peut lire corrosion induite par la carbonatation, corrosion induite par le chlorure, corrosion induite par... Donc partout, nous sommes dans un environnement, en tout cas qui n'est pas, disons, attaqué. Ok? Donc un environnement ambiant, donc aucun risque de corrosion. Alors, on va rentrer ici, on fixe notre millier à X0. Voilà. Ici, vous pouvez cocher pour un code de votre plancher ou bien de votre réseau de poutres. Alors, nous, on va laisser par défaut, c'est pas grave, c'est juste un exemple. Alors, ici, âge du béton, on laisse par défaut. Âge du béton au moment de charge, on peut laisser par 3 et tout. Donc, ici, on ne touche pas. Ici, on me demande d'entrer la classe de la structure. Je pense que c'est aussi... quelque part ici, classe de la structure. Nous avons combien de classes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ici, on nous dit structure temporaire, donc S1, SD, bâtiment résidentiel classique. Nous sommes sur S3. Ok, tous ces paramètres ont un impact de toute façon sur l'optimisation. Ok, alors on va aller à S3. D'accord, voilà. Je vais enregistrer ces paramétrages au cas où. Donc je vais nommer ça exercice. Ok. Et dis OK et puis j'applique. Alors ici nous allons prendre à ce niveau-là. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans général, le plus important ici, c'est pour l'arrêt des barres. Ok. Ce qui est le plus important comme on l'a vu. Mais ici déjà au niveau du calcul de la flèche, nous pouvons dire flèche admissible par le ferraillage. On dit OK. Ici, ce qui est le plus important, c'est à ce niveau ici, pour gérer l'angle θ. Donc, comme on a dit, l'angle va varier entre 1, la contingente de cet angle, l'angle θ va varier entre 1 et 2.5. Donc, plus nous prenons 2.5, c'est-à-dire il y a moins d'acier, ok, il y a moins d'acier, mais ça va coûter cher. Donc, mais le béton sera plutôt exposé, ok. Donc, ici, c'est toujours conseillé de prendre l'intermédiaire, le juste millier. Donc, nous allons partir. Prenons par exemple à ce niveau ici, voilà. On peut aller par exemple à 2, ok, d'accord. Mais des fois, on conseille aussi de commencer par 2.5, donc pour avoir un angle de 45 degrés, ok, pour pouvoir contraindre les efforts de cisaillement. Mais si vous voyez qu'il y a trop, mais si vous prenez 2.5 et vous trouvez que la résistance est mise en cause, là vous pouvez essayer un peu de réduire, d'accord. Donc là, on prend 2, ok. Alors ici, si vous remarquez bien, pour cette contingente ici, donc contingente, ici les logiciels a mis une autre nomenclature, mais c'est la même chose. Alors pour l'autre contingente ici, ça va concerner beaucoup plus la table de compression, parce que quand le plancher, la poutre est chargée, il y a des efforts qui naissent au doigt entre l'aile de la table de compression et la poutre. Donc de part et d'autre. Donc ça, c'est aussi géré par cet angle ici. Ok. Mais par contre, cet angle va varier des 1 à 1.5. Par contre, cet angle ici, pour les cas ici, donc là, on doit tenir compte du cisaillement longitudinal, donc entre la poutre et l'aile de la table de compression, va varier entre 1 à 1.25. Donc ici, on va prendre 1.25. Ok. Là, nous prenons 2. Donc, nous prenons 2 pour essayer un peu de réduire la quantité d'acier, mais aussi tout en ayant un regard sur la résistance. Ici aussi, nous allons prendre 1 point. Donc, 1.25, c'est le maximum. On peut prendre 1. OK. D'accord. Alors,
Ici, vous pouvez cocher si vous voulez que les logiciels puissent corriger l'ouverture des fissures. Parce que si, après calcul, trouve que disons, l'ouverture de fissure a dépassé les 0,3 mm, là, il va renforcer en armature. Vous pouvez laisser cocher ou soit vous décocher, puis vous allez apprécier après. Ok, ici aussi, je vais enregistrer ce paramétrage. Je nomme toujours exercice. Et puis, je vais appliquer. Alors, on va retourner un peu. Non, pas là-bas. On retourne un peu ici. Alors, on va retourner un peu ici. Pour ici, tout est OK. On a déjà paramétré ça dans les préférences. Alors ici, on va juste, disons, cibler le diamètre des barres que nous voulons utiliser. OK? Donc ici, on va d'abord décocher tout. Par exemple, pour les armatures longitudinales, moi, je dis, je veux que les armatures, je veux que les barres des 12, par exemple. OK? 12, je peux dire, je veux les barres des 12, 14 et 10. Non, bon, les deux là, ça va. Donc, le logiciel, il va calculer et il va choisir juste entre les deux. OK? Pour les transversales, je les coche tout. Je vais juste qu'ils me prennent les barres de 8. Et là, donc je prends tout pour les barres additionnelles, sauf le barre de 6. OK? Voilà. Voilà, c'est tout. Un dernier paramétrage. Alors ici, on dit ferraillage par travée ou par fil. Donc par fil, si vous avez plusieurs poutres sur le même fil, donc vous avez une poutre hyperstatique, vous pouvez prendre par fil. Ici, nous avons juste une seule poutre, donc on prend par travée. Donc ferrage longitudinal, le diamètre minimal est de 12, comme on a fixé. Partout ici, on laisse le valaire par défaut. Ici, pour les lits, ici, il nous propose, on va voir. Alors ici, pour les nombres des lits, on laisse automatique, mais là, il nous prend au maximum des lits. Voilà. Là, on va dire OK aussi. Donc, bien inférieur, du supérieur. Alors, ce qui nous intéresse ici, à ce niveau, donc ici, on peut laisser aussi automatique. Mais ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est ici, répartition des barres pour la section en T. Comme nous utilisons la table de compression, ici, il y a des options. Répartition des barres pour la section en T, sur la longueur de l'aile ou sur la largeur de lame. Donc nous, on va prendre sur la longueur de l'aile. OK? Et nous prenons sur la longueur de l'aile pour essayer un peu de minimiser la quantité d'acier sur les lits supérieurs. Alors ici, je vais également enregistrer tous les noms des exercices. Je valide et j'applique ça. Alors, ce niveau ici, je peux lancer le dimensionnement, donc les calculs, ferraillage réel. Donc, vous venez sur ces boutons, vous cochez sur générer le dessin pour les éléments calculés, et puis vous lancez. Voilà, le plus important ici, c'est la prise en charge de la table de compression. Donc, tel que vous le voyez ici, vous voyez, le logiciel a pris en charge la table de compression. Ce qui est plus important ici, c'est la prise en charge de table de compression. Donc, ce qui veut dire ici, tel que vous le voyez, donc la poutre et la dalle font un tout, font un ensemble monolithique. Donc, il n'y a pas d'une part la poutre et d'autre part les panneaux. Et ceci a un avantage, comme on a dit au début, on va aider la poutre à pouvoir bien prendre en charge les efforts. Et donc, les fibres supérieures de la poutre ne vont pas à eux seuls supporter les charges, mais seront aidés, secondés par les ailes de notre table de compression, donc de nos panneaux. Voilà, c'est ce qu'on voulait vraiment voir, comment prendre en charge ces éléments ici. Et ici, on n'a pas eu d'alerte concernant l'arrêt des barres ici, c'est-à-dire la répartition est correcte, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez être très rigoureux ou être dans un contexte parasismique, là, vous serez obligé à pouvoir rapprocher. Okay, à pouvoir rapprocher les armatures transversales aux extrémités. Mais si les efforts sont excessifs, évidemment, le logiciel va vous demander ou va l'appliquer automatiquement. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous pouvons faire un petit checking. OK, donc on peut rentrer
sur le module de paramétrage ici, nous pouvons changer. On dit, OK, on ne prend pas en compte, disons, la table de compression. Donc, on va revenir là. OK. On va prendre une poutre de section rectangulaire, nette, et on va appliquer. OK. Comme j'ai sauvegardé tous les paramètres, je peux relancer le calcul. On va voir un peu la différence. OK. Vous remarquez que la table de décompression, les panneaux ne sont plus là. OK. OK. Alors, on peut aussi se rendre, disons, voir un peu l'impact de tout ça. Vous pouvez venir vérifier la densité. La densité ici est de 70,78 kg par mètre cube. Mais aussi, les normes veulent que cette densité, je pense, puisse varier entre 100 et 120. OK, donc vous pouvez aussi jouer avec ces paramètres ici en changeant les diamètres de la barre. Mais ici, le plus important, ce que je voulais vous montrer, c'est l'impact de la prise en compte de la table de compression. Donc ici, la densité est à 70,78, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'acier. On va rentrer vérifier avec prise en compte de la table de compression. Donc on va reprendre notre table de compression, on va appliquer, on va relancer le calcul. On relance les calculs. Alors, on va aller checker. Alors, on relance les calculs. Alors, on va aller vérifier ici. Nous allons voir la table de compression a été prise en charge. OK, a été prise en charge, vous voyez. Mais on va aller voir, on doit aller voir la densité ici. Vous voyez ici la densité pour la poutre est passée de 70,78 à 51,7. Donc il y a quand même une grande différence. Ok, c'est vraiment très important de pouvoir prendre en compte la table de décompression si vous ne voulez pas faire souffrir votre projet en termes de finances. Déjà, cette différence est d'à peu près combien? À peu près à peu près 22 kg par mètre cube, c'est quand même quelque chose. Si vous prenez, on va gagner 20 kg d'acier par mètre cube, c'est considérable sur l'ensemble du bâtiment. Donc, des grâces, commencez à avoir cet aspect-ci. Mais aussi, la densité ici, vous pouvez la varier parce qu'il y a des standards qui veulent que ça puisse varier, je pense, comme je disais, entre 100 et 120 ou 150. Je vais vérifier encore pour vous. Vous pouvez aussi varier la densité. Et comment varier la densité? Il y a des options. OK? Mais tout cela, vous devez mettre en avant la résistance, OK? Soit vous allez réduire la section d'acier, donc plutôt la section du béton, comme ça la densité va croître dans le béton, dans le mètre cube, ou soit vous augmentez, disons, la section des aciers pour essayer un peu d'augmenter. Le plus souvent, moi, je gère ça avec les aciers. Donc, je vois la gamme que j'ai, les aciers que j'ai, des disponibles, soit des 12, des 14 et tout. J'essaie un peu de gérer ces aspects-là pour être sûr au mieux que tout marche parfaitement bien. Voilà, je vous remercie d'avoir résisté jusqu'à la fin. Je rappelle que vous pouvez suivre les parcours complets de la formation sur Robot ou sur Revit. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez faire aussi un pont entre Robot et Revit et faire des très jolis détails d'exécution. Donc, vous pouvez trouver les parcours complets sur notre plateforme Sidla Project afin de pouvoir entrer dans le détail, gérer, disons, en fait, être maître de cet outil. Pas seulement pour les manipulations, mais également pour la maîtrise des recodes ou de la norme qui est appliquée. Donc, je vais vous montrer vite fait comment vous pouvez vous y prendre durant. Voilà, ça c'est notre plateforme. Donc vous avez les deux formations que nous avons actuellement ici. La formation de maîtriser RobotStructure et Revit, vous pouvez le prendre. C'est très simple, vous allez juste créer votre compte. Donc vous venez sur commencer, ok. Vous cliquez sur commencer, vous entrez votre nom, poste nom, email et ça sera fait. Une fois que vous êtes connecté sur votre compte, vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter facilement directement via votre Gmail comme je peux le faire ici. Là, je suis connecté et vous pouvez avoir accès à votre formation, d'accord? Donc, vous pouvez, c'est juste cliquer d'ici. Une fois vous l'avez déjà mis dans votre panier et effectuer le paiement, et vous aurez accès à tous les contenus que j'ai continué à ajouter. Actuellement, je suis au 6e chapitre, c'est l'avant-dernier chapitre où je suis en train d'ajouter de contenu. Voilà. Donc, je vous encourage à pouvoir prendre cette formation ici. Ça va beaucoup vous aider dans votre vie professionnelle ou votre vie d'étudiant. Nous avons également sur la plateforme, nous avons pas seulement la plateforme, nous avons aussi nous avons également un forum d'accompagnement où nous accompagnons tous
les apprenants sur la plateforme SeedLab. Donc ça, c'est notre plateforme que nous organisons sur la plateforme Discord. Donc là, vous avez les différents salons, les différentes classes où vous pouvez interagir avec tous les autres apprenants et approfondir certains concepts qui vous échappent. Voilà, merci. On se retrouve prochainement, sûrement la semaine prochaine, pour d'autres tutoriels, d'autres thématiques. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez qu'on puisse aussi développer pour vous. Merci et bonne application.